Nous sommes en guerre. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent, et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne? Quelle indignité. Nous sommes sur le service public, c'est une honte. Évidemment, votre téléphone est sur écoute. Vous y pensez quand vous téléphonez? Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bonjour l'autre voix. Effectivement, être fonctionnaire suppose un certain nombre de contraintes. Je ne suis pas totalement libre de mes paroles, et donc il n'y aura pas dans ce livre des révélations sur le fonctionnement intérieur de l'hôpital, par exemple, ou des choses que j'aurais eu à connaître qui en fait voilà, relèvent de la vie intérieure des hôpitaux. Par contre, effectivement, j'ai fait mon travail, je dirais, de fonctionnaire ou de super citoyen, quelque part, en essayant de chercher dans la documentation publique tout ce qui pouvait éclairer les phénomènes qu'on a eu à vivre au cours de ces dernières années. Voilà, j'évite au moins un tribunal. Maintenant, évidemment, il me reste quand même, je dirais, les contraintes liées à l'exercice professionnel. Et donc, je suis soumis à une discipline professionnelle. Et bon, jusqu'à présent, je dirais, il est apparu à ma hiérarchie que ce qui était dans ce livre ne relevait pas, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, jusqu'à plus ample informé, d'une infraction à mon devoir de réserve, ou à la notion de discrétion, plus exactement la notion de discrétion professionnelle. Et donc, il me semble que je suis totalement dans mon rôle à donner en fait au public tous les éléments qui sont à ma connaissance pour qu'ils aient une compréhension la plus juste possible, la plus informée possible, sans être, on va dire, trop rébarbatif. Le livre fait 200 pages environ. Pour comprendre simplement pourquoi on est arrivé à ce chapelet de décisions absurdes et qui en fait ne relevaient ni de l'intérêt général, ni de la, je dirais, de la rigueur scientifique. Lorsqu'on est docteur en médecine et qu'on a prononcé le serment d'Hippocrate, on le garde toute sa vie. Et donc, je ne vais pas le réciter ici, mais dans ce serment, la notion de confiance, par exemple, la confiance, respecter, honorer la confiance d'un patient à l'égard de son médecin est essentielle. Et donc, pour moi, effectivement, la notion de confiance du public dans je dirais, les institutions qui le gouvernent est essentielle aussi. C'est le même rapport. Et il me semble qu'effectivement, les événements qu'on a vécus ont beaucoup abîmé cette confiance, et c'est un sujet de préoccupation. Alors, il y a deux aspects dans votre question. Il y a d'abord l'exercice médical, dont je peux parler un peu, mais je dirais pour moi ce sont des souvenirs qui sont un peu anciens, mais j'ai pratiqué la médecine, en tout cas jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Mais il y a, on va dire, un cercle magique dans la relation médecin-patient, c'est vraiment le colloque singulier. Et la confiance absolue, en fait, que le patient, parce que justement il est en situation de faiblesse, doit pouvoir accorder à son médecin. Et là, il y a eu, de fait de ces événements, une entorse, à mon avis, dans cette confiance, dans la mesure où un certain nombre de médecins, en fait, ont été amenés à obéir à une règle
qui ne provenaient d'ailleurs même pas du Conseil de l'Ordre, mais qui provenaient directement du gouvernement. Et là, le serment d'Hippocrate, pour y revenir, est tout à fait clair. C'est-à-dire que la confiance, le fait d'honorer la confiance du patient va au-delà, enfin, est supérieur en fait à la pression que peut mettre un gouvernement sur un médecin. Et bon, tout ceci a été formalisé déjà dans les années 80, lorsqu'on a parlé justement de médecine fondée sur les faits. On a fait croire à la population que la médecine fondée sur les faits ou sur les preuves, c'était, je dirais, quelque part la dictature de laisser un double aveugle contrôler. Et c'est loin d'être le cas. Lorsque les médecins canadiens des années 80 a formalisé cette médecine fondée sur les preuves, il y a bien 3 cercles qui centrent la décision médicale. Il y a effectivement les données, donc les meilleures données de la science, les plus actuelles. Ce sont les meilleures données, et donc il y a effectivement une règle de lecture de l'information scientifique pour aboutir en fait au meilleur état possible de la connaissance. Donc effectivement, la médecine fondée sur les preuves a travaillé dans ce champ, même a commencé par travailler dans ce champ. Mais il ne faut pas oublier les 2 autres composantes, qui sont d'une part le jugement du médecin. Donc la médecine fondée sur les preuves, c'est une utilisation consciencieuse des données de la science, et la conscience, c'est la conscience médicale qui s'exprime. Donc le jugement, l'expérience du médecin. Et c'est donc cette conscience qui reçoit des informations et qui ensuite délibère en son fort intérieur pour proposer au malade ce qui est le meilleur pour son malade. Et il y a le 3e cercle qui est en fait la volonté du patient. Et cette volonté ne doit pas être évidemment contrainte en quoi que ce soit. Donc il faut respecter les 3 cercles. Et en aucun cas faire en sorte que la science, que Laurent Mukeli a appelé, alors justement, enfin, je dirais, c'est même pas ça, c'est comment dire, la vérité scientifique ne s'impose pas à la conscience du médecin et ne s'impose pas à la volonté du patient. Voilà. Et donc, l'ensemble, en fait, caractérise la décision médicale et elle s'inscrit dans un champ qui est l'indépendance professionnelle du médecin. Et un administrateur dans un hôpital, un fonctionnaire comme moi, doit faire en sorte que cette indépendance professionnelle non seulement soit garantie, mais soit protégée, en fait, pour que le médecin puisse fournir, en fait, prodiguer le meilleur soin à son patient. C'est-à-dire que là, il y a effectivement des faits relativement graves qui effectivement justifieraient, à mon avis, qu'il y ait des enquêtes qui soient organisées. Alors, d'abord, des enquêtes parlementaires. Je vous rappelle que lorsqu'il y a eu la pandémie du virus H1N1 en 2009, on a eu droit à 2 rapports parlementaires, un du Sénat et un de l'Assemblée. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'on sort d'un épisode pandémique. Quoi qu'on en dise, on est quand même plutôt vers la fin de la pandémie. Il n'y a absolument aucune commission parlementaire qui se réunit. Et là, je trouve qu'il y a une franche anomalie, puisque on va dire, la magnitude de la pandémie 2019 a été quand même bien plus forte que celle de 2009, et on va dire qu'il y a quand même globalement un silence radio sur les médias, à part de mettre le masque dans les transports en public, il n'y a pas de retour d'expérience, si vous voulez. Et ça, c'est quand même une difficulté. Après, je pense qu'effectivement, vu la gravité des éléments frauduleux, de fraude scientifique, on va dire fraude scientifique éventuelle, puisque il faut qu'il y ait un jugement qui dise que cette fraude soit effective.
il est vraisemblable que un certain nombre d'affaires relèvent effectivement du tribunal administratif, voire du pénal, et pour que, en fait, on puisse rétablir une forme de vérité, et cette vérité, en fait, étant, je dirais, le fondement de la confiance qu'on peut avoir dans les institutions. Moi, je reste toujours en cette idée que, en tant que fonctionnaire d'exercice, le problème, que la question de la confiance du public envers son administration est un élément central. Et il faut qu'effectivement la vérité soit dite sur ces influences. Alors, vous parlez je dirais, de faits effectivement éventuellement frauduleux. Le livre aborde la question, mais pas, je dirais, pas franchement sous cet angle-là. Il essaye d'être un peu pédagogique, en tout cas je m'y suis efforcé, pour identifier les différentes formes d'influence qui se sont exercées sur la décision publique. Donc c'est la première partie de mon livre, hein, où on a en fait un peu une liste, enfin, de ces influenceurs. Alors évidemment l'industrie pharmaceutique, l'intégrité de la décision publique, c'est sur quoi il faut aspirer. Il faut aspirer, non mais il faut arriver concrètement. Hein. L'intégrité de la décision publique, elle est justement, elle est garantie par un corps de fonctionnaires. Les fonctionnaires, alors on va passer à autre chose par rapport aux influenceurs, mais je reviens à mon rôle de fonctionnaire. Les fonctionnaires ne sont pas des salariés de droit public. Ils ne reçoivent pas un salaire pour le travail qu'ils fournissent. Ils reçoivent un traitement qui n'est pas directement lié à l'activité qu'ils exercent, mais qui est en fait lié à un statut. Et ce statut, il n'est pas fait pour le confort du fonctionnaire, il est fait pour que les intérêts du public puissent être garantis, quelles que soient finalement les dérives auxquelles, on va dire, le fonctionnaire pourrait être exposé. On peut avoir cette représentation d'un corps de fonctionnaires qui est un peu le garant de l'intégrité de la décision publique, qui travaille aussi la façon dont les décisions sont prises, pour qu'elle, d'abord, elle reste cohérente avec le projet démocratique de notre société, et puis ensuite qu'effectivement, elle soit immunisée ou protégée de certaines influences qu'on peut se représenter comme extérieures par rapport à un corps, on va dire, un corps décisionnaire, finalement, qui est, lui, on va dire, dans son rôle de défenseur de l'intérêt général. On va dire c'est la situation un peu théorique, en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas ce qui se passe dans le réel, et ça, effectivement, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Enfin, ça a quelques décennies, ça a une trentaine d'années. Hein, mais effectivement, dans mon livre, je parle plutôt de capture de la décision publique, puisque, en fait, on a des personnes qui sont en situation de décider pour le public, mais qui en réalité travaillent pour des intérêts particuliers. Et donc là, en fait, on a en fait une colonisation, en quelque sorte, de l'appareillage, on va dire, étatique, par des intérêts particuliers. Puis, il y a effectivement, on peut voir aussi des choses d'une façon un peu plus grave, à savoir que il y a des commanditaires masqués et que finalement la reddition des comptes ne se fait pas tant auprès de l'électeur ou du public, mais davantage justement à des donneurs d'ordre qui ne sont pas identifiés. Et là, effectivement, on sort un peu du jeu démocratique, on en sort complètement, et ça m'évoque un peu la notion de désinstitutionnalisation, qui a été évoquée par une sociologue qui s'appelle Anna Konen-Lebedev pour évoquer en fait des sociétés qui ne sont pas les nôtres, hein, qui décrit en l'occurrence les sociétés post-soviétiques et notamment la Russie, où finalement les institutions ne sont que des paravents, où, disons, des décisions sont prises de façon totalement opaque pour le public et pour des intérêts qui ne sont jamais identifiés. Donc en fait, les institutions, au lieu d'être au service de la population, deviennent des paravents pour, finalement, des groupes, des oligarchies ou des kleptocraties, en fait, qui arbitrent pour leur propre compte. Alors, je ne dirais pas que nous en sommes là aujourd'hui en France, mais il faut voir la direction que l'on prend si on accepte finalement que
des intérêts particuliers président au grand choix collectif, et en particulier, pour peut-être en revenir à la pandémie, lorsqu'il y a un péril qui est identifié, en l'occurrence une pandémie, qui justifie en fait un état d'exception par rapport au régime néocratique. Donc on a inventé pour l'occasion cet état d'urgence sanitaire qui n'existait pas avant cette pandémie, et où là, toutes les règles de la décision, de la délibération démocratique ont été abolies. Alors, bon, j'en veux pour preuve, évidemment, le Conseil de défense, où effectivement, on a un président de la République qui décide seul, en invitant qui il veut, sur des critères qu'il ne rend pas publics. Et si un jour on sait ce qui s'est passé dans ce Conseil de défense, ce sera peut-être dans 50 ans pour les historiens. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, on ne sait rien. Le Conseil scientifique est un autre exemple. Il s'est constitué en ignorant totalement la charte de l'expertise, qui en fait organise un petit peu la consultation des experts en général et en situation de crise. Et donc là, effectivement, on a un monsieur Delfrécy qui organise son club, sur lequel on met une étiquette conseil scientifique. Justement, où est le rôle du conseil scientifique dans la loi? Il n'y en a pas. Le conseil scientifique n'a pas d'existence légale. Et puis, ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que derrière le conseil scientifique, il y avait un consortium qui était en fait un consortium industriel, qui s'appelait le consortium Reacting, où les intérêts privés étaient tout à fait, je dirais, présents, en l'occurrence les intérêts du laboratoire Gilead. Et en lieu et place d'une stratégie nationale de lutte contre la pandémie, on a eu droit en fait à un essai thérapeutique en population générale pour justifier l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qui était en l'occurrence le remdesivir, qui finalement, même je dirais dans cet état, je dirais exceptionnel de mise à l'essai thérapeutique, a dû être abandonné parce qu'il était tellement mauvais et toxique qu'on ne pouvait pas raisonnablement le garder. Mais entre-temps, le médicament a été acheté par les autorités européennes, et finalement, la Direction générale de la santé a été quasiment en état je dirais, de devoir distribuer les stocks. Ce qui est totalement anormal, c'est qu'on dise à la population qu'on va prendre des mesures pour soigner la population, enfin pour limiter la nocivité de l'épidémie, et qu'en réalité on fait autre chose. On organise un essai thérapeutique pour obtenir une autorisation sur le marché d'un médicament. L'essai thérapeutique est nécessaire pour pouvoir commercialiser son produit. Bon, donc là, en l'occurrence, il ne l'a pas eu, mais même s'il ne l'a pas eu, il a quand même réussi à le vendre. Il a quand même obtenu 1 milliard des autorités européennes pour son médicament. Il y a eu des patients qui ont reçu du remdesivir, et effectivement, ils ne s'en sont pas mieux portés. Bon. Donc ça, c'était un exemple, si vous voulez, de décision publique qui n'était pas une décision publique, qui était une décision, en fait, qui poursuivait un intérêt industriel. Bon. Il y a d'autres exemples qu'on peut prendre. Alors, évidemment, mais là, je n'en parle pas énormément dans le livre, mais c'est l'influence que peut avoir maintenant les philanthrocapitalistes au sein de l'OMS, qui, en fait, sous couvert, en fait, de bienfaisance, ont en fait un agenda industriel parfaitement identifié, et parviennent finalement, par le niveau de financement qu'ils accordent à l'OMS, à capturer en fait une influence déterminante, puisqu'en réalité, depuis que l'OMS chante les vertus du vaccin, elle en oublie de faire ce qu'elle faisait traditionnellement, c'est-à-dire s'occuper de la santé communautaire, travailler à la prévention, à la promotion de la santé. Le fait, par exemple, que l'OMS maintenant considère que le vaccin est l'arme fatale contre les pandémies, ce qu'elle n'a jamais été auparavant. C'est quelque chose qui, effectivement, n'est pas totalement lié, en fait, à l'état de la science, mais par contre, qui est lié à des objectifs industriels.
Et donc, donc, effectivement, quelque part, il y a un peu le feu, hein, à savoir que la santé des populations est perdue de vue. Enfin, c'est vrai que Bill Gates est quelqu'un qui est prépondérant, voilà, dont l'influence est prépondérante, et en plus, il est présent non seulement au niveau de la santé, mais il est présent aussi au niveau d'une agriculture, enfin, la promotion d'une agriculture industrielle à base d'OGM, hein, en Afrique notamment. Et son niveau d'influence, en fait, pose question, puisqu'il n'a aucune légitimité démocratique, il n'a de compte à rendre à personne, sinon à lui-même. Et par contre, les conséquences de ses actions ont des effets publics majeurs. Et c'est pour ça que ce que fait M. Gates, et tout ce que fait M. Gates, et qui a une influence sur la santé des populations et sur maintenant le système alimentaire, hein, puisqu'en fait il est aussi présent au niveau de la production de semences génétiquement modifiées, justifie en fait une intervention publique, justifie une régulation, et qui malheureusement aujourd'hui fait défaut. Vous avez suivi dans les années fin des années 2000, début des années 2010, les faucheurs volontaires, et puis la réglementation à laquelle on était arrivé pour limiter finalement le développement des cultures OGM. Bon, il y a eu en France, à cette occasion, la mise en place d'un haut conseil des biotechnologies, hein, qui avait en fait un fonctionnement intéressant, puisqu'il y avait en fait, de mémoire, il y avait un conseil scientifique, et puis il y avait une représentation citoyenne ou société civile, je ne sais plus exactement. Et donc on avait en fait, c'était une instance où la société civile pouvait se faire entendre sur ces questions en fait de pollution génétique. Des semences, hein, qui était un problème très grave, puisque on avait aussi, même les semences originaires, finalement, finissaient par être contaminées par ces gènes étrangers. Et là, effectivement, quelques mois avant l'état d'urgence, enfin, tout ce qu'on a connu, le Haut Conseil des biotechnologies en France a été effacé. Donc on n'a plus en fait de possibilité en fait d'exposer à la société civile les conséquences éventuelles en l'occurrence du problème de la manipulation génétique, hein. Et quelques mois plus tard, donc, on se voit servir en fait une mixture qui justement est à base de gènes étrangers, et qui en l'occurrence ne va plus être injectée à des semences, mais va être directement injectée dans le corps humain. Et là, effectivement, alors non seulement dans le corps humain, mais en plus avec tout un appareil en fait de contraintes, hein, sur la population, puisque les personnes qui refusaient de se faire vacciner, enfin bon, ça c'est tout le monde a ça en mémoire, hein, étaient un petit peu considérés comme des citoyens, ceux qu'on se fait un devoir d'emmerder. Et donc, et puis même ça a été comme rendu obligatoire pour les personnels soignants, les militaires, les pompiers. Et là, effectivement, ça contrevient à toutes les conventions que la France a signées. Nuremberg, Oviedo, Helsinki. Alors là, on attaque, si vous voulez, la base de l'état de droit, hein, puisque là, en fait, on exerce une contrainte sur les corps, hein, et il n'y a plus aujourd'hui d'instance de consultation de la société civile par rapport aux conséquences que peuvent avoir l'introduction de gènes étrangers dans le corps humain. Et malheureusement, des conséquences, il va falloir il y en a, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que ces gènes étrangers, contrairement à ce qui a été dit, peuvent être transcrits, peuvent être intégrés dans le patrimoine génétique humain, éventuellement être transmis à la descendance. Donc ça crée en fait une pollution génétique du patrimoine humain, en tout cas une possibilité ou une éventualité, soyons prudents, hein, de pollution génétique du patrimoine humain qui présente effectivement un caractère irréversible, vertigineux. Et il n'y a pas
d'instances aujourd'hui pour poser ces questions de manière officielle, hein, visible, transparente. Et évidemment, là, il y a quand même un danger important. L'obligation vaccinale est contradictoire en fait avec la médecine fondée sur les preuves dont on parlait tout à l'heure, puisqu'en fait la volonté du patient s'impose au médecin. Un médecin n'a pas le droit d'exercer une contrainte a fortiori sur le corps, hein, si le patient n'y consent pas. Et effectivement, on a vu ces dernières années l'État embrayer en fait sur une présentation du vaccin qui est en fait un discours commercial. Hein. Tous vaccinés, tous protégés, c'est un slogan commercial. On pourrait on pourrait l'afficher sur un affichage publicitaire. Ce n'est pas de nature à éclairer l'opinion publique. On peut dire aujourd'hui que c'est mensonger dans le sens où effectivement il est établi que le vaccin ne protège pas de la transmission. On pouvait le savoir avant, mais enfin, en tout cas, ça a été dit explicitement par le représentant de Pfizer au Parlement européen. Et là, en fait, il y a, à mon avis, un dysfonctionnement quand même important de l'État, puisque le rôle de l'État, c'est de donner en fait au public les meilleures informations disponibles pour que le public puisse faire son jugement. Hein. Et l'État n'a pas donné à la population les meilleurs arguments, les meilleures raisons pour je dirais, exercer son libre arbitre par rapport à ce médicament. Alors, effectivement, pour les vaccins, on a tendance à considérer que les vaccins ne sont pas des médicaments comme les autres parce que, en fait, voilà, il y a cette notion de geste altruiste. Hein, quand on se vaccine, c'est pour protéger les autres, etc. Mais en l'occurrence, ça ne marchait pas. Hein. Et donc, dès lors que ça ne marche pas, il n'y a plus aucune raison d'obliger les patients ou en tout cas de contraindre même pas les patients d'ailleurs, les citoyens à se faire vacciner. Donc il faudra qu'on revienne sur je dirais, cette communication gouvernementale qui effectivement peut être considérée comme mensongère, et d'ailleurs mensongère à plusieurs reprises, parce que avant les vaccins, il y a eu les masques, hein, et l'État n'a pas en fait à, je dirais, communiquer à la population des informations à caractère commercial. Ce n'est pas son rôle. Et on pourrait étendre ce jugement aux informations qui ont été données sur l'efficacité des vaccins, puisqu'en fait, on a vu à nouveau que le gouvernement a repris les chiffres tels quels qui avaient été donnés par le laboratoire Pfizer en termes d'efficacité. Et puis, lors d'une intervention au CSI il y a quelques mois, j'ai évoqué le fait que l'efficacité qu'on a donnée était une efficacité qui n'était pas n'était pas le chiffre qui était le plus informatif pour la population. Et puis, il y a différentes formes d'efficacité, hein, efficacité absolue. Il y a aussi le nombre de patients à traiter, qui est une information importante pour éviter un effet indésirable grave. Donc, et tout ça, en fait, c'était des informations qui devaient, en fait, tempérer la notion d'efficacité relative, hein, puisqu'on a parlé que d'une seule efficacité. Or, il y a plusieurs efficacités. Donc voilà, l'État doit en fait être là pour compléter, lorsque l'information commerciale, à supposer qu'elle soit juste, il doit pouvoir compléter ces informations par d'autres informations qui permettent d'avoir une juste représentation de l'opportunité du geste thérapeutique. Et il y a suffisamment de personnes dans les agences sanitaires pour faire ce travail. Ce n'est pas un travail qui est difficile en plus. Et s'il n'est pas fait,
c'est que justement, on peut soupçonner l'État de se mettre à la remorque d'intérêts particuliers. Et évidemment, là, en l'occurrence, il sort complètement de son rôle en termes de confiance et de loyauté qu'il a à l'égard de l'ordre public. Alors, j'en viens peut-être à la deuxième partie de votre question sur qu'est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser des influences étrangères ou extérieures à l'intérêt public et à la science. Eh bien, c'est une vraie question. Et d'ailleurs, la question de la décision a été, et toujours, mais enfin, moins aujourd'hui, c'est dommage, un grand sujet des sciences humaines, un grand sujet du management. Et je crois qu'il faut reprendre cette question parce que, en réalité, avoir une décision publique intègre n'est pas difficile techniquement. C'est simplement une volonté politique qui doit s'appliquer. Alors pourquoi c'est pas difficile? Moi, je dirais la manière d'y parvenir est facile. Déjà, premier niveau, nous sommes quand même une société de droit, et le droit a mis en place un certain nombre de textes qui veillent à ce que cette décision publique reste intègre. Bon, je pense déjà au statut du fonctionnaire, qui finalement, le fonctionnaire est là pour garantir ou pour organiser une décision publique intègre. Donc déjà, que le fonctionnaire se préoccupe de cette question de manière un peu sérieuse. Et j'ai l'impression, en l'occurrence, que, et là je critiquerai mes petits camarades en quelque sorte, les fonctionnaires n'ont pas assez pris la parole pour s'élever contre les abus qu'ils ont évidemment constatés. Et donc là, moi, j'en appelle un peu aux fonctionnaires pour qu'ils se rappellent que leur mission, le statut de la fonction publique, ce n'est pas pour leur confort personnel, c'est pour exercer leur responsabilité à l'égard de la population. Il n'est pas normal que je sois seul, fonctionnaire en exercice, à m'élever contre ce qui s'est passé au cours de la pandémie. En tout cas, s'il y a d'autres fonctionnaires qui veulent, je dirais, s'organiser pour que nous respections le public, en fait, qui est celui auquel nous devons rendre des comptes, bien voilà, moi je lance un appel, je suis à la disposition de qui souhaitera prendre la parole à ce sujet. Écoutez, je ne vais pas vous faire, je dirais, la confidence sur ce que peuvent dire les gens en off, mais effectivement, j'ai le sentiment que le ressenti général, c'est bien en fait une forme, on va dire, de mise à l'écart. Je ressens une mise à l'écart parce que effectivement, je dérange on va dire, le récit dominant dans lequel, on va dire, l'énorme majorité des fonctionnaires trouvent confortable de s'inscrire. Voilà, je ne vais pas vous dire ce qu'on me dit, mais effectivement, ce que je peux exprimer en tant que fonctionnaire n'embraye pas, on va dire, sur les décisions qui sont prises. Il y a également la loi sur le lanceur d'alerte qui a été quand même éditée, la loi donc Sapin 2 du 9 décembre 2016, qui a été d'ailleurs récemment renforcée au mois de mars 2022, et qui finalement protège, en plus du statut de la fonction publique, il y a en fait une protection de lanceurs d'alerte, qui fait qu'effectivement, lorsque un fonctionnaire constate, alors on parle de conflit d'intérêts, mais là on est au-delà du conflit d'intérêts, là on est dans un danger grave et imminent, qui en plus est susceptible de conduire à des dommages irréversibles, parce que et on n'a pas besoin d'avoir 100% de science avec nous. Il suffit d'être de bonne foi. Lorsqu'une alerte est menée, si l'alerte est lancée de bonne foi et qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à soutenir cette alerte, elle est recevable et le fonctionnaire est protégé. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le discriminer, on n'a pas le droit d'entraver sa carrière, etc., parce qu'il aurait lancé l'alerte. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucune raison que les fonctionnaires ne prennent pas la parole
à l'égard finalement de tous ces manquements qui sont aujourd'hui évidents. Donc, appliquer les textes déjà et prendre au sérieux le statut de la fonction publique. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Après, on peut essayer de travailler la décision publique. Et ça, c'est un travail qui concerne, je dirais, des sociologues, des ingénieurs, des managers, pour que, simplement, par son organisation, la décision publique ne prête pas le flanc à des influences extérieures. Bon, on pense immédiatement au passage public-privé et aux portes tournantes, des personnes qui font 2 ans du privé, qui font 1 an du public, qui retournent 2 ans dans le privé. On peut effectivement imaginer que pendant qu'ils sont en position de décision publique, ils ne vont pas avoir dans leur tête uniquement l'intérêt général. Mais ils auront derrière des stratégies de carrière, des stratégies de reconnaissance professionnelle, personnelle, qui font qu'il y aura plein d'autres facteurs que l'intérêt général pour prendre la décision. Et puis, il y a quand même des situations de conflit d'intérêts qui relèvent de la justice, donc ça, c'est un autre aspect des choses. Donc, prendre au sérieux l'espèce de muraille du Chine entre des agents publics et des agents privés. Un agent public, il travaille pour le public. Il n'a pas vocation à travailler pour le privé. Si un jour il doit quitter le public pour aller dans le privé, eh bien, il faut que ça soit d'abord exceptionnel, et puis ensuite qu'il ne puisse pas revenir dans le public. Donc il part dans le privé, il va servir des intérêts privés, mais au moins les choses sont claires. Donc, bon, ça c'est la première chose. Et puis il y a, on va dire, le diagnostic qu'on peut faire a posteriori pour des décisions finalement non satisfaisantes. Retour d'expérience. Alors, il y a notamment un sociologue qui s'appelle Christian Morel qui a écrit un livre qui s'appelle Les décisions absurdes. Enfin, il y a même 2 tomes. Et où on prend effectivement, on fait un peu l'anatomie de la décision, comment on en est arrivé là. Donc, on peut régler par cette approche un certain nombre de dysfonctionnements internes qui peuvent aboutir à des décisions absurdes. Mais le petit reproche que je fais à Christian Morel, c'est que, mais ça c'est le reproche des sociologues, des organisations en général et des ingénieurs, c'est qu'ils prennent pour principe que les gens sont intègres finalement, et ils sont de bonne foi, ils sont honnêtes, et ils se vouent à leur mission. Bon, eh bien voilà, c'est pas toujours le cas, et donc il faut introduire dans cette approche, on va dire un petit peu sociologique, la possibilité d'une déloyauté, ou simplement d'influences occultes ou non explicites, enfin en tout cas masquées, qui peuvent perturber le jugement. Et puis c'est le domaine aussi des ingénieurs. Alors moi j'ai beaucoup apprécié dans ma carrière, enfin dans ma jeune carrière, le professeur Jean-Louis Lemoigne, que vous connaissez peut-être, oui. Voilà, qui est décédé récemment, en novembre dernier, et qui a écrit un livre, on va dire, il devait avoir une 40aine d'années, enfin, qui s'appelle « Les systèmes de décision dans les organisations ». Et donc, il a travaillé donc, avec d'autres experts, notamment Herbert Simon, sur, finalement, les sciences de la décision et comment, en fait, on peut aménager la décision pour que, justement, ben voilà, elle rende le service qu'on attend d'elle, quoi. Donc, il faut prendre au sérieux cette décision publique pour que finalement la personne qui est en situation de décision le prenne de manière confortable pour elle. C'est-à-dire que aujourd'hui, on imagine les conflits d'intérêts comme finalement une faute personnelle. Mais ce n'est pas le sujet, la faute personnelle. Le sujet, c'est, je dirais, la lisibilité de la mission, et c'est les conditions de la décision. C'est quels sont les critères de décision, c'est ensuite comment en fait l'expression publique ou l'intérêt général se manifeste, hein, et puis ensuite, une fois que la décision est prise, comment et à qui ces décisions on en rend compte, hein. Pour les décisions importantes, par exemple, le système juridique a prévu, hein, qu'il y a des attendus, hein, et puis ensuite il y a une décision, mais tout est lisible. C'est-à-dire que si les attendus changent un jour,
eh bien, la décision pourra être révisée. Et voilà. Donc, mais ce qui est important, finalement, c'est pas tellement la décision, mais c'est finalement tous les arguments qui amènent à la décision. Et il me semble que ça, c'est un modèle de lisibilité qu'on pourrait étendre à la décision publique. Hein. Bon, ça, c'est une suggestion qu'on peut faire. Alors, nous sommes effectivement au temps de Noël. Hein. Le Noël, c'est beaucoup la fête des enfants. Et je crois que ce qui doit habiter la préoccupation de chacun, c'est le monde que l'on laisse, dans quel monde ces enfants vont s'épanouir. Et nous voyons bien qu'il y a, nous vivons en fait une crise multiforme. Hein. Nous avons la guerre de Poutine en Ukraine, et donc finalement la guerre au sens classique qui se rapproche de l'Europe. Nous avons la crise écologique. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais il se trouve que l'industrie du médicament, c'est la partie principale de l'empreinte écologique du système hospitalier. Et donc en fait on voit bien que derrière l'industrie des médicaments, en fait on a en fait une empreinte qui est insupportable du point de vue écologique. Hein. Le système hospitalier, c'est autour de 8% de l'empreinte carbone de la France. Le médicament plus les appareils biomédicaux, c'est un peu plus de 4%, et c'est énorme. Vous voyez, c'est déjà supérieur c'est de l'ordre des voyages en avion, vous voyez. Et donc, on a un modèle de santé qui n'est pas supportable sur le long terme. Et on voit bien que l'industrie des médicaments est un obstacle finalement pour penser à une autre pratique de santé. Donc, face à tous ces défis, hein, refondation du système de santé, préparation en fait à, je veux dire, prise en compte des limites de la planète, intégration des limites planétaires dans finalement le service de santé. Pour tous ces défis, on a besoin d'avoir des systèmes de décision intègres, démocratiques et fiables. Et moi, ce que je voudrais donc lancer comme alerte finalement, c'est que nous, collectivement, nous investissions au niveau, enfin, avec sérieux, cette question de l'intégrité de la décision publique dans un espace démocratique. Ce n'est pas un acquis de nos systèmes démocratiques, c'est quelque chose sur lequel il faut veiller et qu'il faut, le cas échéant, réformer pour que finalement nous continuions à avoir les moyens d'apporter des réponses aux menaces qui deviennent de plus en plus présentes. Donc, notre outil démocratique, c'est un atout formidable. Et on n'imagine pas pouvoir résoudre ces problèmes si finalement on laisse la démocratie en jachère. Donc, il faut avoir confiance dans nos institutions démocratiques. Il faut réinvestir ces institutions pour qu'elles rendent à la population le service que cette population mérite. Et ce n'est pas l'affaire des fonctionnaires, ce n'est pas l'affaire des quelques lanceurs d'alerte qui s'exposent personnellement pour que, dans cette perspective-là, c'est l'affaire de chacun de nous. Donc, aux fonctionnaires, rappelez-vous vos missions, et aux citoyens, organisez-vous, faites-vous entendre. La démocratie, c'est d'abord la possibilité donnée à chaque citoyen de prendre ses affaires en main.